Le pouvoir ne récompense ni les gentils, ni les naïfs. Il récompense ceux qui comprennent comment il fonctionne réellement. Dans Le Prince, Machiavel ne parle pas de ce que le pouvoir devrait être. Il explique ce qu'il est, comment gouverner sans être détruit, comment maintenir l'autorité sans se faire renverser, comment agir quand la morale entre en conflit avec la survie. Ce livre a été jugé dangereux, cynique, immoral. En réalité, il est surtout lucide. Si tu veux comprendre les règles réelles du pouvoir, pas celles qu'on enseigne, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des livres les plus influents et franchement les plus controversés de toute l'histoire politique, Le Prince de Machiavel. Alors oubliez tout de suite la philosophie abstraite. Écrit au XVIe siècle, c'est un guide d'une honnêteté brutale, un véritable manuel pour gagner et surtout pour garder le pouvoir. Tout part une question fondamentale qui est vraiment au cœur du livre de Machiavel. Vaut-il mieux être aimé ou être craint? Cette simple interrogation nous jette directement dans le grand bain d'une analyse froide, hyper réaliste de la nature humaine et du pouvoir. Pour bien comprendre le prince, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Imaginez un peu l'Italie du XVIe siècle, un vrai champ de bataille, un pays divisé, ravagé par les invasions. Machiavel, il n'écrit pas ça depuis un bureau confortable, non. Il rédige un véritable guide de survie pour des dirigeants qui pouvaient littéralement tout perdre du jour au lendemain. Cette citation, elle résume parfaitement le principe de base de Machiavel, le réalisme politique. En gros, il met de côté tout idéalisme. Pour lui, un dirigeant qui agit en fonction de ce qui devrait être au lieu de ce qui est, eh bien, il court tout droit à sa perte. Il faut voir le monde tel qu'il est, pas comme on aimerait qu'il soit. Bon, alors, comment un dirigeant peut-il construire un État qui tienne la route dans ce monde impitoyable? Pour Machiavel, la réponse est on ne peut plus claire. Tout, absolument tout, commence par la force. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est la hiérarchie qu'il établit. Pour Machiavel, les bonnes lois, la justice, la stabilité, tout ça c'est impossible sans de bonnes armes pour les imposer et les défendre. La force militaire, ce n'est pas juste un outil de l'État, c'est sa fondation, son socle. Et Machiavel insiste lourdement là-dessus. Cette force doit appartenir au prince. Il a un mépris total pour les mercenaires. Et pourquoi? Eh bien c'est simple, leur seule loyauté, c'est l'argent, pas l'État. Ils sont peu fiables au combat et n'hésiteront pas une seconde à se retourner contre leur employeur si on leur propose une meilleure paix. Le niveau de sécurité qu'un prince obtient en se fiant à des mercenaires? Zéro. Machiavel est catégorique. Seule une armée de citoyens est vraiment fiable, parce que leur destin est directement lié à celui de leur État. C'est la seule et unique garantie de sécurité. Allez, on passe maintenant à l'une des analogies les plus célèbres de toute la pensée politique. Pour survivre, un prince doit savoir jouer sur deux tableaux, maîtriser une double nature. D'un côté, il y a le lion. Il symbolise la force brute, la capacité à écraser ses ennemis, à faire une démonstration de puissance que personne ne peut contester. C'est indispensable pour faire peur aux loups, pour dissuader les attaques frontales. Mais la force seule, ça ne suffit pas. Le prince doit aussi être un renard. Le renard, lui, il symbolise l'intelligence, la ruse, la capacité à naviguer au milieu des intrigues politiques. Il sait repérer les complots, anticiper les trahisons et utiliser la tromperie à son avantage. Donc, le point crucial, c'est vraiment l'équilibre. Être seulement un lion, c'est être aveugle face au complot. Et être seulement un renard, c'est être totalement vulnérable face à la force brute. Le dirigeant efficace doit savoir exactement quand rugir et quand ruser. L'adaptabilité, c'est la clé de tout. Et c'est là que Machiavel devient vraiment subversif. Il conseille au prince de soigner son image publique, de paraître clément, fidèle, honnête. Mais en coulisses, il doit être prêt à être tout le contraire si la survie de l'État est en jeu. Pour lui, l'apparence de la vertu n'est rien de plus qu'un outil politique. Alors revenons à notre question de départ. Pour Machiavel, la réponse est sans appel. L'amour, c'est temps constant, ça dépend de la bonne volonté des autres. La peur, en revanche, elle est maintenue par la menace du châtiment. Et ça, c'est quelque chose que le prince contrôle directement. C'est donc un lien beaucoup, beaucoup plus fiable. Mais attention,
Attention, il y a une nuance capitale ici. Être craint, c'est un outil stratégique. Être haï, c'est une erreur fatale. Et Machiavel est très très précis sur ce qui fait basculer la peur en haine. Il y a deux lignes rouges à ne jamais, jamais franchir. S'emparer des biens de ses sujets et toucher à l'honneur de leur famille. Il dit même qu'un homme oubliera plus vite la mort de son père que la perte de son héritage. C'est dire. La distinction est vraiment fondamentale. Un peuple qui craint son prince, il lui obéit. Un peuple qui le hait, il attend juste la première occasion pour se révolter. L'absence de haine est donc la meilleure des forteresses, la protection ultime contre les complots. Allez, pour y voir plus clair, résumons un peu les grandes leçons de Machiavel en un cadre simple et mémorable. Voilà les trois piliers de la pensée machiavélique. Primo, fonder son pouvoir sur une force bien réelle. Secondo, maîtriser l'art de la stratégie et des apparences. Et tertio, bien gérer la relation avec le peuple pour s'assurer de sa loyauté, ou au minimum pour ne jamais, jamais provoquer sa haine. Voilà l'essence même, le cœur du machiavélisme. La morale traditionnelle n'est pas une fin en soi, c'est juste un outil parmi d'autres. Pour un prince, la seule et unique vertu, c'est l'efficacité. Faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie et la prospérité de l'État. Et c'est la grande question que le prince nous pose encore aujourd'hui, 500 ans plus tard. Ces leçons sont-elles le simple reflet d'un passé violent et lointain, ou est-ce qu'au fond, elles décrivent des vérités éternelles sur la nature même du pouvoir, des vérités qui seraient tout aussi pertinentes de nos jours qu'à l'époque? Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais, il est. Le prince nous apprend une chose essentielle, ignorer la réalité du pouvoir ne te rend pas vertueux, ça te rend vulnérable. Tu n'es pas obligé d'aimer ces règles, mais si tu veux survivre dans un monde d'intérêts, tu dois au moins les comprendre. Choisis une idée de cette vidéo, une seule, et garde-la en tête la prochaine fois que tu prendras une décision importante. Abonne-toi et active la cloche si tu veux comprendre les mécanismes que la majorité préfère ignorer. Ici, on ne juge pas le pouvoir, on l'étudie, le visionnaire,